Merci. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Merci déjà aux responsables de l'établissement, à l'équipe pédagogique de l'établissement pour cet accueil ce matin, pour échanger avec vous sur la laïcité. Merci bien sûr à la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Beaucoup de choses ont déjà été dites par Jean-Paul Delahaye de façon tout à fait remarquable. L'essentiel a été dit. Je vais essayer d'apporter quelques précisions simplement. Alors d'abord, avant tout, je vais aussi présenter ce qu'est l'Observatoire de la laïcité dont je suis le rapporteur général, puisque ce n'est pas forcément connu. L'Observatoire de la laïcité a été créé par le président de la République Jacques Chirac en 2007, mais il n'a été installé qu'en 2013, juste avant la publication à l'initiative du ministre Vincent Peillon et de Jean-Paul Delahaye de la charte de la laïcité à l'école. Et son mandat a été renouvelé récemment par le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre Édouard Philippe, donc en novembre dernier pour 5 ans. Notre rôle est un rôle de conseil au gouvernement sur toute politique publique qui concerne la laïcité. La plupart des politiques publiques sur la laïcité sont préparées en amont, si vous voulez, par l'Observatoire de la laïcité. Nous avons aussi un rôle d'observatoire, évidemment, donc nous établissons chaque année un état des lieux très précis de la laïcité dans les différents secteurs, dans les différents domaines, et dès lors que nous constatons une difficulté, nous proposons des recommandations pour dépasser et résoudre ces difficultés. Nous sommes donc aussi un service public de la laïcité et donc nous répondons à toute sollicitation de la part d'élus, d'associations, d'administrations bien sûr, ou de citoyens. Dans un délai maximum de 48 heures, nous répondons à toute sollicitation qui concerne la laïcité et même plus largement la gestion des faits religieux, y compris dans le secteur privé. Nous avons lancé une multitude de formations au niveau national. Notamment, nous avons conçu, vous le savez, le plan Valeurs de la République et laïcité, qui est porté ensuite par le Commissariat général à l'égalité des territoires, le CGET, par le CNFPT aussi, décliné sur les territoires par les préfectures. Nous avons établi et édité un certain nombre de guides, d'outils pour les acteurs de terrain, pour répondre aux enjeux concrets. Et nous sommes aussi à l'initiative de certaines demandes d'évolution législative, parfois, notamment pour ce qui est de l'Alsace-Moselle, où nous avons demandé et pu obtenir l'abrogation du délit de blasphème, qui en théorie existait encore, pour assurer aussi l'optionnalité réelle des cours dans les enseignements religieux, puisque pour beaucoup, c'était de fait. Et il fallait demander à ne plus le suivre pour ne plus le suivre. Enfin bref, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Ça a été évoqué largement dans les introductions et puis dans le propos de Jean-Paul à l'instant. On sait bien, il y a des débats très vifs sur la laïcité parce qu'il y a aussi des conceptions intellectuelles et philosophiques de la laïcité qui sont très nombreuses. On a tendance à tous avoir notre conception individuelle de la laïcité et de fait, depuis l'origine de la laïcité, il y a des divergences philosophiques, intellectuelles sur ce qu'est ou sur ce que devrait être la laïcité. Mais pour ce qui nous concerne et pour ce qui vous concerne en tant qu'acteur de terrain, on doit évidemment se concentrer sur la laïcité telle qu'elle découle de notre histoire et telle qu'elle est définie par notre texte juridique, et en particulier bien sûr par la loi de 1905, mais pas seulement. Et donc cette laïcité juridique, il n'y en a qu'une, et là sur le coup il n'y en a qu'une, c'est la laïcité tout court, et il n'y a pas besoin de l'adjectiver puisque ça ne ferait qu'en minorer la portée. Pour compléter rapidement ce qui a été dit sur la définition de la laïcité, simplement rappeler que finalement la laïcité c'est ce principe qui vis-à-vis des convictions va permettre la parfaite déclinaison du triptyque républicain, de cette devise républicaine. C'était effectivement ce moyen qui permet cette application et cette déclinaison de cette liberté, égalité, fraternité. Liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire, d'exprimer des convictions, quelles qu'elles soient, tout cela dans le respect mutuel, évidemment. Égalité de tous devant la loi, devant les services publics, quelles que soient leurs convictions ou leurs croyances. Égalité garantie par la neutralité de l'administration qui elle-même découle de la séparation entre les organisations religieuses et l'État qui donc devient areligieux et devient arbitre impartial, et tout cela qui concourt évidemment à l'idéal républicain de fraternité. Donc voilà, la laïcité, c'est effectivement cette liberté, cette égalité, cette
fraternité, il n'y a pas lieu d'ajouter la laïcité au triptyque républicain. Ce serait même ne pas bien comprendre le sens de cette laïcité, qui n'est pas une valeur à ajouter au triptyque républicain, mais qui est bien ce principe, ce moyen qui permet cette déclinaison. Alors demain, vous le savez, en fait, la loi du 9 décembre 1905, qui aura donc 112 ans demain. Ça paraît très ancien, 112 ans, mais finalement, peu de lois d'ailleurs peuvent s'enorgueillir d'une telle longévité. Et c'est justement à cette longévité qu'on l'on reconnaît et qu'on peut constater l'équilibre, le grand équilibre et la justesse de ce texte législatif. Et ce texte est évidemment toujours adapté aujourd'hui. Certains nous disent maintenant il est plus adapté, le monde a changé, la société française a changé. Mais alors dans ce cas, que dire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui date de 1789 et qui est encore plus ancienne? Non, lorsqu'on a des textes qui posent des principes fondateurs de ce type, ils sont évidemment toujours adaptés parce qu'ils ont été écrits pour s'adapter et pour évoluer. Même si après, bien entendu, sur certains aspects plus concrets, on peut évoluer. Mais sur ces principes fondamentaux, non, ceux-là sont toujours parfaitement adaptés à la situation d'aujourd'hui, et encore plus justement dans une société telle que la nôtre aujourd'hui, qui est trop souvent divisée, trop souvent inquiète pour son avenir, dans laquelle souvent beaucoup de personnes sont en perte de repères. Justement parce que la laïcité, donc telle qu'elle découle de notre histoire et définie par les textes, son défi essentiel, c'est la cohésion nationale. Et pour bien le comprendre, justement, il faut en effet revenir à son histoire. Avant, lorsque l'État français n'était pas laïque, eh bien, il n'y avait pas de réelle liberté de conscience. Ceux qui ne pensaient pas et qui ne croyaient pas comme le roi, qui était catholique, eh bien, étaient persécutés en raison de leur foi ou en raison de leur absence de foi. Voilà. Les minorités religieuses, en particulier bien sûr les protestants, mais aussi les juifs, et puis ceux qui étaient libres penseurs, ceux qui se revendiquaient d'aucune de ces croyances, étaient persécutés, n'avaient pas le droit d'enterrer leurs morts dans les cimetières communs, n'avaient pas le droit d'accéder à certaines responsabilités, à certains métiers de la fonction publique. Et donc, s'ils exprimaient des convictions qui étaient contraires à la croyance du roi, eh bien, ils pouvaient subir des exécutions publiques, des peines de prison, des peines de galère, etc. Ou même, sinon, étaient contraints à l'exil. Donc, il faut toujours se souvenir d'où vient notre laïcité pour bien comprendre qu'en effet, ça n'a pas de sens d'utiliser la laïcité pour exclure. Ça n'a aucun sens. La laïcité n'a été conçue que pour rassembler le peuple et que pour faire nation. Bon, pour autant, il y a clairement encore aujourd'hui des difficultés à définir cette laïcité. En raison de toutes les confusions qu'on a évoquées, d'ailleurs on pourra en rajouter, parce que dans le monde, il y a d'autres pays qui se disent laïcs, sauf que ce n'est pas la même laïcité. Alors là aussi, ça ajoute de la confusion. La Belgique, par exemple, c'est un pays où on a instauré le système de laïcité organisée, mais qui n'a rien à voir avec notre système laïque, puisqu'en Belgique, et ça a été évoqué, finalement, la laïcité serait une opinion, et ce serait l'opinion libre-penseur, qui serait à côté des autres croyances, disposant des mêmes droits que les autres croyances. Ça n'a rien à voir avec la laïcité française, qui est un cadre commun à tous, que l'on soit croyant ou non croyant, évidemment. On a aussi la laïcité turque, mais là encore c'est très différent, parce que la laïcité turque, elle suppose le contrôle de la religion par l'État, via la Diyanet. Rien à voir avec la laïcité française qui suppose la séparation entre l'État et les religions. Ce qui d'ailleurs va éviter normalement toute instrumentalisation politique de la religion, ce qui aujourd'hui se fait d'ailleurs en Turquie, parce qu'il n'y a pas cette séparation. Donc on le voit, ces différentes laïcités dans le monde, il en existe un peu partout, dans des pays d'ailleurs de religions très différentes. Vous avez des pays à majorité musulmane comme le Sénégal, le Mali, la Guinée, qui sont laïcs constitutionnellement. Mais ce n'est pas tout à fait encore la même laïcité. Vous avez des pays chrétiens qui sont laïcs constitutionnellement comme le Brésil, mais là encore, ce n'est pas tout à fait pareil. Même l'Inde se dit laïque, mais là encore, ce n'est pas tout à fait pareil, sans parler du système de caste qui existe en Inde. Après, vous avez quelques pays laïcs qui sont assez proches du nôtre, comme le Mexique. Et comme on est très chauvin, on oublie souvent de dire que le Mexique a développé des lois laïques bien avant nous, dès 1856, avec les lois de réforme. Même si nous, effectivement, notre première laïcité, même si le mot n'existait pas, date finalement de la Révolution française. Donc encore un peu avant. Et puis vous avez des États qui ne se disent pas laïques, mais qui finalement ont des systèmes de séparation, sur le coup, entre religion et État, qui sont assez proches du nôtre. Comme paradoxalement les États-Unis. C'est très paradoxal parce qu'aux États-Unis, la religiosité est très forte. On n'imagine pas être élu président des États-Unis sans être croyant. Et pourtant, depuis le premier amendement de 1791, les églises, les cultes et l'État américain sont strictement séparés.
Sauf que la logique était inverse. Aux États-Unis, il s'agissait pour des immigrés qui construisaient leur État d'éviter toute tutelle de l'État dans leurs pratiques religieuses, puisque eux-mêmes souvent fuyaient des persécutions religieuses. Alors qu'en France, il s'agissait surtout de se libérer de la tutelle de l'Église catholique sur l'ordre politique et social du pays, et puis d'assurer les mêmes droits pour tous, que l'on soit catholique ou pas. Il n'empêche qu'aux États-Unis, dès 1791, il y a cette séparation. Et par exemple, aux États-Unis, même si un récent arrêt de la Cour suprême pourrait faire évoluer les choses, eh bien encore aujourd'hui, l'État ne peut pas subventionner d'écoles privées confessionnelles, ce que la France peut faire. Donc vous voyez, la situation est complexe, beaucoup plus complexe qu'on ne le pense généralement dans le monde dans son ensemble, et tout cela peut alimenter des confusions sur notre propre laïcité en France. Et puis c'est compliqué aussi à la définir parce que la laïcité, elle doit se pratiquer, vous le savez bien, elle se pratique tous les jours, au quotidien, elle se vit. Alors pour bien l'appliquer, cette laïcité française, ça a été dit, il faut d'abord rappeler que c'est d'abord une liberté. Liberté de religion, mais pas seulement. Liberté aussi vis-à-vis de la religion, évidemment. Personne, ça a été dit en introduction, ne peut être contraint au respect de dogmes religieux ou de pratiques religieuses, évidemment. C'est aussi la séparation, parce que l'ordre politique ne peut être fondé que sur la seule souveraineté populaire. Et puis dans le même temps, l'État qui ne régente pas le fonctionnement interne des cultes ne peut l'instrumentaliser politiquement. C'est très important. Mais pour bien l'appliquer, cette laïcité, il faut aussi distinguer 4 espaces. D'abord l'espace privé, chez vous, votre domicile privé. Et dans cet espace-là, les gens, vous le savez, sont libres d'exprimer toutes les convictions comme ils le veulent. Là, chacun dit ce qu'il veut, dès lors que vous ne troublez pas évidemment le voisinage. Le deuxième espace, c'est l'espace administratif, comme ici, c'est-à-dire l'espace des services publics, l'espace des collectivités locales, de l'État. Dans cet espace administratif, eh bien, les bâtiments, les murs, les façades doivent être absolument neutres, puisque ça représente l'administration dans son ensemble, neutre et impartial. Mais aussi les agents publics et tous ceux qui exercent une mission de service public. Mais pas les usagers, parce que les usagers voient la laïcité leur garantir la possibilité d'avoir des opinions différentes, dès lors qu'ils ne font pas de prosélytisme au sein de ces espaces, c'est-à-dire dès lors qu'ils ne cherchent pas à susciter l'adhésion à leurs propres convictions, qui ne perturbent pas le fonctionnement du service public. Mais je reviens un instant sur la neutralité des agents publics et de ceux qui exercent une mission de service public. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous exercez une mission de service public, quand vous représentez l'administration, comme certains d'entre vous en tant qu'enseignants, ou comme moi-même là aujourd'hui, qui représente l'État aujourd'hui, eh bien, on ne représente pas notre individualité. On représente l'administration. Et à travers l'administration, on représente la nation dans son ensemble et dans sa diversité convictionnelle. Et on ne peut pas faire le choix d'une conviction parmi d'autres. On se doit d'assurer notre mission, notre service public, de façon parfaitement impartiale et neutre vis-à-vis de tous. Et donc on est soumis à une stricte neutralité. Et cette neutralité n'est pas que religieuse d'ailleurs, elle est globale. Elle est religieuse, mais elle est aussi politique, elle est aussi philosophique, elle est aussi syndicale, à l'exception bien sûr des représentants syndicaux dans l'exercice de leur mission. Ce sens de la neutralité est à rappeler, parce que c'est important, pour garantir justement ensuite un traitement égal de tous les citoyens, qui eux ne sont pas soumis bien sûr à cette stricte neutralité. Le troisième espace, c'est l'espace social, c'est-à-dire l'espace où l'on travaille ensemble, où l'on fait aussi des actions communes, comme dans des associations qui n'ont pas de mission de service public, comme la Ligue de l'enseignement. Mais c'est le cas aussi de toutes les entreprises privées. Dans cet espace social où on n'exerce pas directement de mission de service public, où éventuellement on peut quand même exercer une mission d'intérêt général, c'est le cas de la Ligue de l'enseignement, on n'est pas soumis à la neutralité parce qu'on ne représente pas l'administration. On est indépendant, on est autonome. Pour autant, toutes les manifestations religieuses ne sont pas possibles. Elles sont encadrées. Elles peuvent même être parfois interdites. Mais si c'est justifié objectivement, pour des raisons de propreté, d'hygiène, de sûreté, de sécurité, ou pour des raisons de bonne marche de l'association ou de l'entreprise. Pour toutes ces raisons objectives, on peut encadrer ou interdire certaines manifestations du fait religieux. Et le dernier espace, c'est l'espace partagé. C'est-à-dire l'espace public, mais au sens de l'espace commun à tous, pas au sens administratif comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire c'est la rue, c'est la place, c'est la plage, c'est les jardins publics, etc. Dans cet espace partagé commun à tous, eh bien, vous le savez, la liberté est la règle.
C'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Chacun peut s'habiller comme il le veut, hein. Il n'y a pas de police du vêtement. Chacun peut faire part de ses convictions à travers des manifestations politiques, syndicales, mais aussi religieuses, bien sûr. Il y a des processions catholiques, notamment dans un certain nombre de régions françaises encore aujourd'hui. Tout cela est possible, mais dans les limites du respect de l'ordre public. Et donc, s'il y a de telles manifestations, elles sont encadrées par les pouvoirs de police du maire ou du préfet. Alors le contexte a été rappelé et il faut effectivement le répéter. Sans doute que durant les 30 dernières années, on a cru que la laïcité était une évidence pour tout le monde et que cette notion ne souffrait d'aucune confusion, d'aucune contestation. En réalité, en délaissant, en occultant et en oubliant cette pédagogie de la laïcité, cette explicitation de la laïcité, on a complètement laissé le champ libre aux contestations, mais aussi aux instrumentalisations de ce principe de laïcité. Et parfois, donc, on voit maintenant des gens se revendiquer de la laïcité pour exclure, ce qui n'a, on l'a dit, absolument aucun sens. Et donc, dans cette société qui a connu d'importantes évolutions et qui connaît une vraie période de crise, alors une crise économique depuis des années d'ailleurs, mais maintenant une crise multiple, économique, sociale, d'identité dans la mondialisation, il est évident que dans ces périodes-là, on constate des replis. Des replis sur des valeurs traditionnelles, des replis sur des valeurs familiales, des replis sur des valeurs religieuses souvent plus rigoureuses, parce que les gens ont besoin de repères plus tangibles. Et c'est souvent les courants les plus rigoristes qui vont donner des réponses les plus simples à des questions pourtant compliquées. Mais des gens ont besoin de savoir si c'est oui ou si c'est non. Ou si c'est non. Il n'y a pas de zone grise. C'est pas blanc ou noir. Enfin, ça doit être blanc ou noir pour beaucoup. Et donc, dans ces périodes-là, les gens se replient sur des valeurs plus rigoristes. Ça, c'est une évidence. Donc, il y a une tension qu'on ne peut pas nier. Et puis, tout cela, évidemment, est beaucoup plus médiatisé qu'hier. Avec les réseaux sociaux en particulier. Tout cela est beaucoup plus viral. Et puis tout cela est concentré en particulier dans des zones rurales, dans des zones périphériques, dans des quartiers où le sentiment de relégation sociale est extrêmement fort. Et en parallèle, du coup, il y a une forte crispation sur toute visibilité, sur toute expression religieuse. Surtout lorsque là, ça ne ressemble pas à une visibilité religieuse majoritaire et qui serait mieux connue. Tout cela fait qu'il y a cette tension. Et en fait, cette tension, elle touche à de nombreuses difficultés qui ne sont pas toutes directement liées à la laïcité. Sauf que la laïcité, c'est devenu un petit peu un concept fourre-tout pour parler de tous les problèmes de la société. Et parfois, et c'est là le problème, pour s'abstenir de mener des politiques publiques qui doivent être absolument ambitieuses et conséquentes pour assurer l'effectivité de la laïcité. Parce que ça a été dit, et Jaurès a été cité, la question sociale et la question laïque sont intimement liées. Pour assurer l'effectivité de la laïcité, il est évident qu'il faut des politiques ambitieuses pour assurer la mixité sociale, la mixité scolaire. Quand vous n'avez pas de mixité sociale et de mixité scolaire, évidemment que vous aurez des replis communautaires. C'est d'une logique imparable. Donc il faut évidemment assurer ces politiques publiques pour cette mixité sociale, cette mixité scolaire, pour lutter contre toutes les discriminations, qu'elles soient de genre, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient sociales, partout sur le territoire. Et aujourd'hui, alors que donc nos concitoyens sont souvent en perte de repères, on a pourtant certains médias, certains intellectuels, certains politiques, il faut le reconnaître, qui ne prennent pas le recul nécessaire pour analyser la situation et pour traiter de ces questions de laïcité et plus largement même aussi de faits religieux. Donc on a l'impression que tout va mal, que c'est la catastrophe. Alors oui, il y a des problèmes, mais ça sert à rien de dire que tout va mal si on n'apporte aucune solution. Et très honnêtement, c'est fatigant d'entendre dire tout le temps des gens que tout va mal, mais de ne jamais les entendre proposer la moindre solution. Ça sert à quoi ? En quoi ils sont utiles pour l'intérêt général ? Moi, je me demande. Donc l'Observatoire est aussi là pour apporter des solutions qui marchent, pour outiller les acteurs de terrain. Donc dès notre installation, nous avons créé une base de données considérable sur ces questions-là, édité des guides pratiques qui sont très bien reçus par les acteurs de terrain et qui permettent
à ces mêmes acteurs d'éditer eux-mêmes des guides plus spécifiques. Donc un guide pour les collectivités locales et les fonctionnaires, un guide pour les hôpitaux publics, un guide pour les structures socio-éducatives, un guide pour l'entreprise privée. Nous allons éditer bientôt un guide pour le secteur sportif, et puis un autre guide plus spécifique pour la Fédération française de football d'ailleurs. On donne voilà, des outils aux acteurs de terrain pour régler les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Un mot quand même sur le secteur privé associatif, qui ne relève pas directement et juridiquement de la laïcité, puisqu'il n'y a pas de mission de service public. Dans ce secteur privé associatif, ou même dans le secteur privé en général, entrepreneurial, il faut bien comprendre qu'un seul critère doit être retenu, c'est celui de la justification objective. Si un salarié ou un encadrant remplit parfaitement sa mission, eh bien, sanctionner ce qui relèverait d'une simple apparence serait discriminatoire. Mais en revanche, comme je l'ai dit, on peut limiter et encadrer le fait religieux si celui-ci met en cause ses aptitudes à la mission, ou met en difficulté la bonne marche de l'entreprise, ou porte atteinte à la liberté de conscience d'autrui par le prosélytisme par exemple. Sachant que le prosélytisme, vous le savez, se caractérise par des comportements, par des écrits, par des paroles, par des actes. Il faut bien avoir cela en tête, parce que trop d'acteurs de terrain se sentent encore aujourd'hui mal outillés et du coup ont tendance parfois à céder à deux attitudes, deux approches qui sont contraires à l'approche laïque, justement. Soit ils ne veulent pas trop s'en occuper, donc ils vont tout autoriser, et ça c'est pas bien, parce qu'en effet ça peut créer des droits distincts selon les convictions des uns et des autres, et selon les revendications des uns et des autres, et donc ça peut conduire aussi à des replis communautaires. Soit, dans l'autre sens, ils vont être intransigeants, ils vont tout interdire. Et ça, c'est très mauvais aussi, parce que si ce n'est pas justifié objectivement, ça va conduire à des réactions, à des provocations, même en réaction légitime, parce qu'il y aura des discriminations. Donc, l'approche laïque, c'est quoi? L'approche laïque, c'est le juste équilibre. C'est de ne pas répondre à un intérêt particulier, mais d'offrir une réponse d'intérêt général. L'exemple type, c'est la restauration scolaire. Alors vous le savez, c'est une recommandation parce qu'il n'y a pas d'obligation dans la restauration scolaire puisque c'est un service public facultatif. Mais à la limite, la meilleure des solutions dans une approche laïque, c'est l'offre de choix avec et sans viande. On parle même plus de plats de substitution parce que effectivement, ça pourrait laisser entendre que ça répond à une prescription religieuse. Avec et sans viande, eh bien, ça permet à tout le monde, qu'ils soient musulmans ou juifs, qu'ils soient végétariens, qu'ils aient un régime alimentaire spécifique pour des raisons de santé ou autre, ou qu'ils n'aient pas envie de viande ce jour-là, de manger ensemble. Ce qui est le plus important, c'est de préserver le repas en commun et de ne surtout pas séparer les élèves selon leur choix et de faire des tables séparées. Tout le monde doit manger ensemble et en commun, quel que soit son choix. Il ne faut pas assigner les élèves à leur choix ou pire, à leur conviction. On déconvictionnalise les choses, on déconfessionnalise les choses, on apporte une réponse d'intérêt général. On pourrait donner d'autres exemples, mais on y reviendra sans doute plus tard. En tous les cas, ce qui est très important, c'est que sur toutes les questions de laïcité, de gestion du fait religieux, eh bien, il faut savoir garder la tête froide. Il faut appliquer le droit, et tout le droit, mais rien que le droit. Il ne faut pas transformer la laïcité en une série de nouveaux interdits parce que, d'une part, ce serait contraire au principe constitutionnel de laïcité, et puis d'autre part, ça ouvrirait la porte à la subjectivité, et donc ça ouvrirait la porte à de possibles discriminations, et donc ce serait totalement contre-productif, parce que ça ne ferait qu'alimenter un discours victimaire et les provocations tant des extrémismes religieux que politiques. Je pense aussi qu'il est très important dans notre approche générale pour la cohésion nationale d'assurer collectivement l'intégration dans le récit national de tous les jeunes Français, notamment ceux des origines des Outre-mer, ceux d'origine maghrébine, subsaharienne ou asiatique. Tout le monde doit d'abord se sentir et s'affirmer français. C'est aussi ça la laïcité. On est tous avant tout français avant nos convictions propres. Donc tout le monde doit se sentir perçu comme français. C'est là où il y a un problème. Ce n'est pas toujours le cas. Et pour qu'ils se sentent perçus comme français, il faut aussi qu'on les intègre davantage dans ce récit commun.
Notre pays est encore présent sur 5 continents, et il a été encore bien davantage dans le passé. Et donc son histoire est de fait, qu'on le veuille ou non, mais je pense que c'est plutôt une richesse, empreinte de culture créole, de culture africaine, de culture asiatique et de bien d'autres. Et pourtant, très peu de Français, de jeunes Français, mais même de Français, connaissent des personnalités comme l'émir Abdelkader, comme Deo Ventry, comme Henri Sidambarom, comme Léopold Sédar Senghor, même si c'est sans doute le plus connu. Trop peu les connaissent. Et pourtant, ces personnalités sont toutes d'origine, de convictions, de confessions différentes, mais en toutes étaient décorées par la République laïque, parce qu'elles ont toutes participé, justement, à ce récit national de notre République. Donc, chers amis, dans toutes ces actions qui permettent de promouvoir la cohésion nationale dans notre cadre laïque et qu'il faut toujours favoriser au niveau des pouvoirs publics, politique de la ville, attractivité des territoires, lutte contre les discriminations, bref, la traduction en actes du triptyque républicain, les actions au niveau associatif, par les jeux, par l'éducation populaire, par les actions permettant le mélange des populations, par le dialogue, etc., par l'éducation, par le sport aussi. Il faut un soutien évidemment très fort et démultiplié partout sur le territoire. Notre laïcité garantit la liberté de croire ou de ne pas croire et la possibilité de l'exprimer, mais toujours dans les limites de la liberté d'autrui. La loi du 9 décembre 1905 a ancré la République française dans la filiation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle ne fait plus la distinction entre ces citoyens. Elle ne sépare aucune majorité de minorité. Que vous soyez 2 ou 10 millions, vous êtes considérés de la même façon par l'État, quelles que soient vos convictions ou vos pratiques. On dépasse ces appartenances propres pour faire ensemble. Il n'y a pas de racines à mettre plus en avant et à opposer à d'autres. Il n'y a que des Français à égalité de droits et de devoirs, quelles que soient leurs convictions. Et dire cela, c'est évidemment pas nier notre histoire et ni les influences plus ou moins fortes qui l'ont traversée, c'est simplement en tirer les leçons pour ne pas faire de notre diversité factuelle une source de division violente, mais pour en faire une richesse et ainsi pour faire nation. Je vous remercie.